Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Devenez un photographe accompli. Dans les 4 premières vidéos, nous avons appris de nombreuses choses sur les bases techniques de la photographie, bref sur la façon dont fonctionne un appareil photo et par conséquent les effets que vont avoir vos réglages sur les images. Aujourd'hui, nous allons délaisser un petit peu le côté sur quel bouton appuyer pour nous concentrer sur une question beaucoup plus subtile mais tout aussi, voire plus importante, la façon dont vous allez photographier votre sujet, comment vous allez cadrer, bref, la composition. C'est quelque chose de bien plus complexe à maîtriser que la technique, à laquelle vous devriez très bientôt ne plus penser du tout, mais je ne vais pas vous mentir, ça prend surtout de la pratique et de l'expérience de bien composer ces images instinctivement. Vous n'allez pas du jour au lendemain avoir des compositions de génie, mais petit à petit ça vient. Mon idée aujourd'hui est de vous donner des pistes en commençant par définir précisément ce qu'on appelle composition et de vous enseigner les règles fondamentales de la composition. Il sera temps d'aller plus loin et de les enfreindre dans le module 2. Alors, la composition, qu'est-ce que c'est? On entend souvent ce terme un peu partout, on vous dit règle des tiers et puis boum, c'est tout. Sauf que la composition d'une image, ça regroupe plein de choses très différentes les unes des autres. Alors, je vais rester sur une définition simple de la composition. C'est la façon dont vous arrangez les éléments de la scène que vous photographiez dans le but de communiquer quelque chose. Ça peut être une idée, une impression. Son objectif central, c'est donc de guider le regard du spectateur, de définir un ou plusieurs sujets clairement et enfin de communiquer les relations que vous mettez entre eux. Donc, ça peut paraître beaucoup de choses, mais je vais m'attacher à préciser toutes les manières différentes d'arranger ces éléments entre eux, justement. Je vais bien m'étendre dessus d'abord, histoire que ce dont je parle soit bien clair, et ensuite je passerai aux bonnes pratiques à adopter. Mais je veux commencer très fort avec un exercice dès le tout début, le genre d'exercice que je vais vous donner de plus en plus souvent. Il est tout aussi important que les exercices avec votre appareil parce qu'il va vous permettre de mieux retenir en réfléchissant et aussi de vous montrer que vous avez déjà une partie des réponses et que vous en savez peut-être un peu plus que ce que vous pensez. Ce que je vous demande, c'est donc de prendre un papier et un crayon et de noter tout ce qui peut influencer la composition des images selon vous. Donc ne cherchez surtout pas de termes photographiques, il faut que ça vous parle dans vos mots à vous. Donc mettez la vidéo en pause et faites cet exercice maintenant, ne trichez pas et prenez du temps s'il le faut pour vraiment faire la liste de tout ce qui vous passe par la tête. Vous n'avez quasiment d'ailleurs pas de chance de faire une erreur. Donc je vous laisse faire l'exercice. Alors faisons donc un corrigé entre guillemets. Donc pour moi, la composition regroupe ce qui est dans l'image, ce qui n'y est pas, le cadrage, la place que vous allez donner à chaque élément, donc est-ce qu'il va être grand ou petit dans l'image, le placement des éléments entre eux, est-ce qu'ils vont être plus ou moins grands par rapport à l'autre, éloignés, rapprochés, etc. La perspective, c'est-à-dire en fait la relation entre les tailles des différents sujets, la profondeur de champ, mais également les contrastes et les couleurs. Alors oui, tout ça. Voilà, c'est fini la semaine prochaine. Alors je plaisante évidemment, je vais vous prouver en images que tous ces éléments ont une influence sur la composition, c'est-à-dire sur le sujet dominant et le sens donné à vos images. Alors commençons par ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas. J'ai entendu une fois une phrase que j'aime beaucoup, vous êtes responsable de tout ce qui est dans le cadre. C'est très très vrai et j'aimerais vraiment qu'elle soit affichée en grand chez vous tous. On ne décide pas au hasard de l'endroit où on va couper ces images. En fait, je vais même vous dire un secret que j'ai découvert à force de regarder à la fois des tonnes de photos faites par les débutants et aussi des tonnes de photos exceptionnelles. Eh bien, la différence qui me frappe le plus entre les deux, c'est la précision du cadrage. Donc pour moi, c'est vraiment un des gros problèmes des débutants. Alors, prenons un exemple. J'ai pris des photos ici à New York. Donc ça, c'est une première photo que j'ai prise de manière un petit peu brouillon, entre guillemets. Je marchais dans une rue à l'automne, et puis il y avait tous ces éléments qui m'intéressaient un petit peu. Donc il y a le One World Trade Center au fond qui est assez identifiable comme building de New York. Il y a l'arbre avec les couleurs de l'automne. Il y a aussi les plots de travaux là qui sont orange, qui sont assez particuliers. Les bandes jaunes qui répondent un petit peu aux couleurs de l'arbre. Le panneau tourné à droite only qui fait très américain. Il y a plein de choses un petit peu comme ça qui se répondent. Et cette scène m'intéressait. Donc j'ai pris une première photo comme ça qui était un petit peu une photo brouillon pour tester un cadre. Et ensuite, j'ai fait plusieurs essais et puis j'ai fini par obtenir cette photo-ci.
Et vous voyez que cette photo-ci, à mon sens, elle est bien meilleure parce que j'ai beaucoup moins d'éléments gênants dans l'image. Si vous regardez, sur la première photo, j'ai à gauche, j'ai des voitures qui sont coupées. J'ai beaucoup plus d'éléments dans l'image qui peuvent gêner un petit peu la vue. Vous voyez qu'en bas de l'arbre, il y a une espèce de bout de truc jaune. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui gênent un petit peu la vue. Et là, du coup, j'ai par exemple donné une plus grande place à l'arbre qui prend un peu plus de place dans l'image. J'ai fait la mise au point vraiment uniquement sur la cycliste qui est en train de garer son vélo au premier plan parce que ça me semblait un sujet intéressant à ce moment-là, mais les autres éléments de l'image sont là, on n'a pas besoin que l'arbre soit spécialement net, etc. Bref, ce que j'ai fait principalement, c'est quand même cadrer différemment pour avoir un peu moins d'éléments gênants dans l'image. Donc je dis pas forcément que c'est une photo qui est exceptionnelle, mais c'est pour vous montrer que simplement en cadrant plus serré, on peut avoir une image qui est meilleure en vraiment choisissant ce qui est dans l'image et ce qui n'y est pas. Alors parfois, même sans changer de cadre, on peut simplement attendre qu'un élément vienne se placer tout seul dans le cadre pour changer totalement le sens de l'image. Alors ici, le cadre est exactement le même dans cette photo et dans la suivante, mais vous voyez que dans la seconde photo, il y a le batelier, dans cette posture tout à fait particulière où il montre quelque chose comme ça. La première photo, c'est juste le bord du Gange à Varanasi à l'aube, donc c'est une jolie vue, c'est bien. Mais dans la seconde photo, non seulement l'humain va ajouter un point d'intérêt, un vrai sujet à la photo, mais surtout, il lui donne une toute autre signification. En effet, à l'aube à Varanasi, tous les touristes et voyageurs se pressent pour prendre des bateaux pour descendre le Gange pendant 1 heure. C'est le véritable branle-bas de combat. Varanasi s'éveille, il y a des centaines de bateaux sur le Gange, et voilà, vous avez une histoire toute différente selon ce qui est dans l'image ou non. Alors au-delà de choses qui sautent aux yeux comme la présence ou non d'un personnage, il y a une erreur un peu plus subtile que font absolument tous les débutants, ce sont les éléments gênants en bord de cadre. Typiquement, les branches d'un arbre qui dépassent, une main qui rentre dans le cadre, enfin bref, n'importe quoi que vous ne vouliez pas vraiment et puis qui se retrouve dans votre image. Alors comme je l'ai dit avant, vous êtes responsable de tout ce qui est dans le cadre. Donc virez tout ce qui n'apporte rien à votre image. Alors sur la plupart des réflexes d'entrée et de milieu de gamme, le viseur ne montre pas 100% de l'image photographiée, mais 97% par exemple. Donc il faut essayer d'en faire un maximum à la prise de vue, mais si vous avez bien fait attention à la prise de vue et qu'au final vous avez quelque chose de gênant en bord de cadre parce que vous ne le voyez pas dans le viseur, c'est pas grave, vous pouvez évidemment recadrer au post-traitement, c'est pas un crime. Mais faites bien attention à ça, à la prise de vue, ça améliore vraiment énormément vos images, je ne plaisante pas. Donc voilà, ce qui est dans l'image est très important, que ce soit par votre cadrage simplement ou en attendant qu'un élément rentre dans le cadre que vous avez défini auparavant, ou en évitant ce qui n'a rien à y faire. Ensuite, je parlais également de la place qui est donnée à chaque élément. Alors ici par exemple, je voulais mettre l'accent sur la condensation sur le verre et sur les effets de lumière qu'on pouvait percevoir à travers lui, ça me semblait joli et intéressant simplement. Si j'avais photographié de loin ou en dézoomant, le verre aurait pris une place moins importante dans l'image, peut-être à tel point que on ne l'aurait pas vraiment distingué comme le sujet principal. La photo n'aurait pas forcément été moins bonne, mais elle aurait raconté quelque chose de différent en montrant l'environnement entier, peut-être une personne. Ça aurait raconté une histoire différente, mais pas ce que je voulais montrer en l'occurrence à ce moment-là. Sur cette photo, si j'avais photographié de plus loin, il y aurait eu plus de personnes dans le cadre et on n'aurait pas perçu de manière aussi évidente quel sujet m'attirait. Sur cette dernière, encore, si le cadre avait été strictement identique, mais mon sujet situé 20 mètres plus loin, il n'aurait pas été aussi prédominant dans l'image. Ici, on ne voit que lui, même sans légende, on comprend bien que c'est lui le sujet, et puis peut-être surtout le fait qu'il utilise une cabine téléphonique, ce qui est devenu un petit peu incongru en 2015 presque. Donc il est important que votre sujet principal, ou l'un de vos sujets principaux, prenne de la place dans l'image. On dit aussi que le sujet doit remplir le cadre. Alors, vous avez le droit de faire exception à cette règle si votre sujet est évident. Par exemple, si vous avez une mer et un ciel quasi unis et juste un bateau, même s'il est tout petit dans l'image, tout le monde le regardera. Par exemple, ici, même si l'oiseau qu'on voit en haut n'est pas vraiment mon sujet en soi, il apporte quelque chose à l'image et il est très visible malgré sa petite taille, parce que le fond ne perturbe pas sa lecture, il est très contrasté par rapport au fond. De plus, si vous avez dans votre image un élément qui est plus grand que votre sujet, il aura tendance à manger celui-ci, sauf si vous employez d'autres techniques pour le mettre en valeur, notamment celles qu'on voit juste après. Donc la taille relative des éléments entre eux est importante, ce qui nous amène à la façon la plus simple de modifier la taille relative des différents éléments dans l'image, c'est la perspective.
Alors la perspective, c'est la principale chose qui fait que l'image en 2 dimensions, qu'est une photo, ou un dessin, ou une peinture d'ailleurs, donne l'illusion des 3 dimensions. C'est en fait la relation entre la taille apparente des différents éléments. Pour simplifier à l'extrême, on pourra dire qu'il y a une forte perspective s'il y a une forte différence entre la taille apparente des éléments. Alors, je reviendrai en détail sur ce qui influence la perspective dans le module 2 et sur la façon de l'utiliser dans vos images. Ici, je ne souhaite qu'évoquer son effet principalement sur un point. Tout d'abord, comme je l'ai dit précédemment, utiliser l'effet de perspective permet de modifier la taille relative des images. Un élément plus près prend une place plus importante dans l'image et peut même apparaître de plus grande taille qu'un élément plus lointain, même si ce n'est pas le cas en réalité. Vous avez donc là un moyen de faire quelque chose d'assez petit par rapport au reste du décor, un sujet qui soit véritablement évident sur votre image. Donc là, je vais juste vous montrer des exemples en photo faciles à refaire chez eux. Vous voyez 3 sujets qui sont là à la même distance de l'appareil photo. On voit bien que la tasse est plus grande que le briquet, lui-même plus grand que la bougie. Ça paraît assez normal, vous pouvez deviner facilement ça. Si je rapproche le briquet et que j'éloigne la tasse, donc là, je n'ai pas bougé du tout, j'ai juste simplement rapproché le briquet et éloigné la tasse, vous voyez que le briquet devient aussi grand que la tasse dans l'image. Donc grâce à la perspective, en rapprochant ce sujet de l'appareil, on a pu augmenter sa taille. Ici, j'ai réussi à rendre la bougie aussi grande que le briquet, bien qu'elle soit beaucoup plus petite. Alors pas encore aussi grande que la tasse, mais vous voyez qu'elle elle fait une taille quasiment similaire au briquet parce que je l'ai rapproché. Donc on peut utiliser cet effet de perspective, que je vous expliquerai plus en détail dans le module 2. On peut l'utiliser vraiment pour modifier la taille relative des éléments entre eux dans l'image et donc fortement modifier la composition puisqu'on va pouvoir donner plus de place à certaines choses qu'à d'autres. Alors, je ne vais pas vous détailler aujourd'hui comment maîtriser la perspective, parce que c'est un petit peu complexe et je préfère vous en parler dans le module 2. Je préfère d'abord que vous maîtrisiez les basiques. Donc la perspective, elle va donner l'illusion d'une image en 3 dimensions sur une surface en 2 dimensions, mais ce n'est pas la seule. La profondeur de champ, ça va aussi donner cet effet. Alors, grâce à la vidéo 4, vous connaissez maintenant comment gérer cet effet de profondeur de champ, donc pas la peine de revenir sur la technique. Par contre, il faut bien que vous preniez conscience que c'est un élément important de la composition de vos images. Très simplement, ce qui est net dans votre image va attirer l'œil et donc devenir votre sujet. D'autant plus que si l'arrière-plan est très flou, il n'est même pas reconnaissable. Donc évidemment, si c'est pas reconnaissable, ça peut pas être votre sujet. Donc la profondeur de champ, c'est un outil comme un autre de composition qu'il faut utiliser à bon escient. Comme je l'ai dit en fin de vidéo 4, vous pouvez utiliser des profondeurs de champ intermédiaires pour attirer d'abord l'œil sur ce que vous voulez, puis sur autre chose légèrement floue. Ici par exemple, la jeune fille est mon sujet de manière évidente et pourtant elle occupe une faible partie de l'image. C'est rendu possible notamment parce que la statue au premier plan est légèrement floue. L'œil va donc d'abord sur mon premier sujet qui est parfaitement net, la jeune fille, puis sur la statue qui est légèrement floue et apporte du contexte à l'image qui permet de raconter une histoire. Ensuite, éventuellement, l'œil il peut essayer d'explorer l'arrière-plan, mais voilà, là il est un peu petit, donc on va peut-être aller voir un petit peu les sculptures, mais on va rapidement revenir sur le sujet. Par ailleurs, mon sujet est aussi mis en valeur parce qu'il est sombre sur fond clair, ce qui m'amène justement au point suivant. Le contraste attire l'œil, que ce soit un élément clair dans un environnement relativement sombre, un élément sombre dans un environnement relativement clair, comme la photo juste avant, ou par exemple des ombres chinoises, un élément plutôt coloré dans un environnement qui est peu saturé, donc un petit peu grisâtre, un environnement qui est un peu grisâtre, s'il y a un élément bien coloré dessus, ça va attirer l'œil, et également un élément qui soit très coloré et saturé dans des couleurs un peu plus pastel. Donc c'est pas obligé que l'environnement soit peu coloré, mais si les couleurs sont pastel, eh bien ça va quand même attirer l'œil d'avoir un élément qui est très coloré. Alors ces contrastes, ils existent déjà à la prise de vue, donc à vous de voir comment les utiliser, mais ils se gèrent aussi au post-traitement en gérant les tonalités et les couleurs, ce qu'on verra plus précisément dans le module 4. Alors, si je n'ai pas parlé de l'un des éléments ou de plusieurs éléments que vous avez notés sur votre feuille au début de la vidéo, postez-le en commentaire. Alors c'était un petit peu plus difficile de trouver un exercice pour vous aujourd'hui parce que ce sont des principes généraux qui vont s'intégrer au fil du temps. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même vous filer un coup de pouce pour que ça rentre mieux et plus vite. Donc votre exercice aujourd'hui va être de prendre vos 10 meilleures photos
pour le moment, et pour chacune, de passer en revue chacun des points que je viens de citer. Donc référez-vous au résumé texte pour avoir une liste si vous en avez besoin, et vous allez à chaque fois vous demander quel aurait été l'impact d'un changement de cet élément sur mon image. Donc par exemple, est-ce que rendre cet élément plus grand grâce à la perspective, ça aurait changé le sens de mon image? Est-ce que ça aurait été bien ou pas? Simplement, posez-vous la question. Alors, il est important de faire ça sur vos images le plus possible parce que vous vous souvenez de la situation et vous savez donc si vous auriez pu reculer, prendre un autre point de vue, etc. Bref, vous savez si vous aviez la possibilité de changer quelque chose. Si vous n'avez pas assez de vos photos, prenez des photos que vous aimez particulièrement et demandez-vous quels éléments le photographe a utilisé pour rendre l'image forte. La profondeur de champ, la perspective, un contraste, etc. Vous verrez que vous allez retrouver systématiquement ces techniques utilisées. Pas forcément toutes, évidemment, mais au moins une partie sur chaque image. Voilà, maintenant nous allons voir quelques règles basiques de composition qui sont en fait des règles liées à notre perception occidentale. En effet, ces principes existent surtout parce que nous sommes habitués à voir des images, en photo ou non, qui les utilisent. Commençons par celle que vous connaissez sans doute déjà, la règle des tiers. La règle des tiers consiste à placer les éléments importants de l'image, donc ceux sur lesquels vous allez attirer l'œil du spectateur, sur les lignes qui coupent l'image en tiers ou de préférence à leurs intersections, c'est-à-dire découper l'image comme ceci. Ce qui veut dire que les éléments linéaires comme l'horizon, des piliers, des bords de trottoir, bref, tout ce qui forme des lignes droites dans votre image, doivent être placés le long de ces lignes de tiers, un petit peu comme cette photo de paysage. Alors si vous avez du mal à retenir ces lignes, pensez simplement à un jeu de morpion, c'est le plus simple. Ça veut aussi dire que tout point de force, comme votre sujet, l'œil de votre sujet si vous faites un portrait, doit être placé à l'intersection de ces lignes, un petit peu comme sur ce portrait. Vous voyez que son œil, en particulier l'œil qui est proche, est placé quasiment sur l'intersection. Alors comme vous le voyez, pas besoin d'être trop sectaire non plus. Un léger décalage avec la règle des tiers ne doit pas vous empêcher de dormir, c'est pas grave du tout. Cette règle, elle est très très classique, elle fonctionne très bien, et il vous faut, on va dire, vous forcer à l'utiliser pour l'intégrer et ne plus avoir besoin d'y réfléchir. Ensuite, et seulement ensuite, vous pourrez apprendre à la détourner, voire à la prendre à contre-pied. Mais à mon sens, c'est vraiment une bonne manière de commencer à intégrer à la prise de vue qu'il faut réfléchir à votre composition. Votre exercice va être d'essayer de prendre la même photo sans penser à cette règle et ensuite en composant selon la règle des tiers. Un truc qui marche très bien, le portrait. Vous prenez le portrait de quelqu'un, genre en coupant au buste, encadrant horizontalement et bien centré, vous allez voir que décaler le sujet vers la gauche ou la droite, donc en le plaçant sur une ligne des tiers, va réellement changer l'impact de la photo. Alors, connaître cette règle et l'appliquer, ça va déjà mettre vos photos un petit peu au-dessus du lot. Après, je tiens à insister lourdement sur un gros avertissement qui vaut d'ailleurs pour toutes les règles de composition. En effet, je vois beaucoup de débutants et des commentaires de photos sur des forums où on hurle à la mort dès qu'une règle n'est pas respectée. Alors, il y a aussi de bonnes images qui n'utilisent pas la règle des tiers. Donc, mon gros avertissement, c'est de ne pas être sectaire sur les règles de composition. Connaissez-les, intégrez-les, puis oubliez-les. Il faut qu'elles deviennent inconscientes et vous servent de guide sans vous limiter. Hors de question de ne pas prendre une photo juste parce que vous ne pouvez pas appliquer la règle des tiers. De plus, toutes les règles peuvent être détournées et même carrément prises à contre-pied, mais pour l'instant, essayez juste de les appliquer. Alors, cet aparté est fini. Je sais que certains d'entre vous se demandent s'il est possible d'afficher dans le viseur une grille qui corresponde à la ligne des tiers, ou encore si les collimateurs sont alignés pour correspondre à cette règle. Alors, pour les collimateurs, ce n'est pas toujours le cas, et sur certains appareils, il est effectivement possible d'afficher une grille, mais pas forcément sur tous. Cela dit, je vous déconseille de les utiliser. L'idée d'utiliser la règle des tiers pour le moment, c'est de vous forcer à regarder votre image et à analyser sa composition. C'est pas forcément tant que ça de vous forcer à l'appliquer. En fait, le simple fait de penser à cette règle va vous permettre de vous arrêter quelques secondes sur la composition de votre image. Mais l'idée, ce n'est surtout pas de vous enfermer dans un carcan, ce qui pourrait être un effet secondaire négatif de l'affichage permanent d'une grille, parce que si vous avez tout le temps la grille, vous allez tout le temps vouloir respecter la règle des tiers. Moi, je veux que vous l'ayez en tête, que vous pensiez à votre composition, mais parfois, dans le futur, vous allez ne pas l'appliquer volontairement. Donc, si vous voulez mon avis, ne le faites pas, n'affichez pas cette grille, après vous faites ce que vous voulez, mais je pense que c'est peut-être plus nocif à terme. Mais je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas évident d'avoir l'œil et de repérer ces lignes. Vous l'avez compris, c'est le moment de l'exercice. Alors voici 4 photos.
je vous demande de mettre en pause la vidéo et de dessiner mentalement dessus les lignes des tiers pour vous entraîner. Alors vous avez le droit de prendre votre temps, mais regardez ces photos, dessinez les lignes des tiers, regardez où elles vont exactement, et ensuite je vais vous montrer exactement ce qu'elles font pour voir si vous aviez bon. Donc vous pouvez évidemment mettre la vidéo en pause pour le faire. Voilà, maintenant voici les corrigés. Donc regardez si vous êtes vraiment trompé ou non, et si vous faites la même erreur de façon répétée, par exemple trop décaler certaines lignes, eh bien ça vous aidera à moins la reproduire en voyant que vous faites un petit peu la même erreur sur toutes les images. Cela dit, ne paniquez pas parce que ça prend du temps de bien voir ce genre de choses, et surtout vous n'êtes aucunement obligé de respecter cette règle à la lettre. Regardez la dernière photo en bas à droite, mon horizon n'est pas exactement sur la ligne des tiers, et il n'y a pas de panique non plus. Alors il existe une autre règle qui est tout aussi connue ou presque, et qui est également très utile, celle qui consiste à laisser de l'espace pour le regard ou le mouvement. L'idée, c'est qu'il faut qu'il y ait plus d'espace dans la direction vers laquelle votre personnage va ou regarde, c'est-à-dire comme sur ce portrait par exemple. Vous voyez que là, elle a plus d'espace devant elle, alors même si elle regarde dans l'appareil, si elle regardait normalement, elle regarderait devant elle qui est à gauche de l'image, et donc je vais laisser plus de place à gauche de l'image. Donc là encore, faire l'exercice sur une photo de portrait, c'est le plus simple, mais je ne vais pas vous mentir, l'essentiel ici, c'est d'intégrer ça à vos vraies photos, pas celles qui ont été faites exprès pour l'exercice. Vous donner un exercice pour ça, c'est pas franchement évident, donc concentrez-vous simplement sur l'application d'une seule règle à la fois chaque semaine, comme ça vous n'essayerez pas de tout appliquer en même temps, ce qui est la meilleure façon de ne rien appliquer du tout et de paniquer. Donc là, je vous ai montré quelques exemples d'application de cette règle. Maintenant, je vais revenir sur une autre règle qui est vraiment super importante, c'est de ne pas couper n'importe où. On revient encore sur vous êtes responsable de tout ce qui est dans le cadre. Donc trop souvent, les débutants coupent un petit peu n'importe où, par exemple au beau milieu d'une main. Alors il y a des règles propres à chaque discipline qu'on verra un petit peu plus en détail dans le module 3, comme par exemple en portrait, mais d'une manière générale, réfléchissez bien où vous allez couper l'image. Donc en gros, il y a deux options. Soit vous intégrez le sujet ou la partie du sujet entièrement dans l'image, soit vous le coupez franchement. Ça marche aussi pour les parties de sujet, comme les mains par exemple, soit elles sont hors cadre, soit elles sont dedans. En réalité, en portrait, on va éviter de couper aux articulations, en plus de ça, comme les poignets, les coudes, etc., mais c'est pas le sujet. Ce que j'essaye de faire passer comme message ici, c'est qu'en composition, il faut faire des choix francs. Ne faites pas dans la demi-mesure en hésitant un petit peu entre une option et une autre. Un entre-deux est toujours mauvais. Alors j'ai bien conscience que là, vous avez pas mal de règles en tête, mais concrètement, vous ne savez pas trop comment faire pour composer vos images au final, une fois que vous avez l'appareil en main. Alors par où commencer ? Eh bien, il n'y a pas de réponse simple à cette question parce que ça dépend majoritairement de la situation. Cela dit, je peux essayer de débroussailler un petit peu le terrain là-dessus en vous donnant quelques étapes simples. Première étape, commencez par déterminer votre placement global. Donc dans cette première étape, vous allez surtout vous déplacer autour du sujet, en vous rapprochant ou en vous éloignant, en cherchant le bon arrière-plan ou le bon premier plan, en cherchant un autre élément qui peut enrichir votre image, etc. Vous pouvez aussi utiliser la focale pour ça en zoomant ou en dézoomant. Ensuite, étape 2, vous allez affiner l'angle de vue choisi. Là, vous allez en général rester à peu près sur place, vous n'allez pas trop bouger, mais par exemple, vous allez vous baisser ou vous relever, vous allez choisir une plongée ou une contre-plongée, c'est-à-dire en penchant l'appareil vers le bas ou vers le haut, voire vous déplacer légèrement pour avoir un bon placement des éléments entre eux. Donc ça, c'est la deuxième étape où on affine un petit peu ce qu'on a fait à la première étape. Et enfin, dernière étape, on va mettre la touche finale à votre composition, notamment pour éliminer les éléments gênants, donc surveillez bien les bords du cadre. Vérifiez que votre composition est équilibrée. Donc là, notamment, est-ce que vous respectez les règles ou non, même si dans le futur, vous allez prendre plus de souplesse avec ça. Et puis, faire attention aux détails qui tuent. Donc par exemple, l'horizon qui n'est pas droit. Donc il faut absolument que vos lignes droites soient parallèles au bord du cadre. Si elles ne sont pas parallèles, corrigez ça. Le placement des lignes dans l'image, est-ce que vos diagonales partent des coins, ce genre de choses. Et vous allez, on va dire, dans cette dernière étape, vraiment peaufiner un petit peu au millimètre. Alors, si vous lisez le blog depuis un moment, vous êtes peut-être déjà familier avec ça, puisque je vous avais déjà parlé des dessous d'une photo que j'avais réalisée. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo pour que vous alliez lire l'article. C'est un complément intéressant à cette vidéo. Voilà, je pense vous avoir donné des premières pistes concrètes pour composer vos images.
Comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se travaille beaucoup sur le long terme, donc ne vous attendez pas à une grande magie tout de suite. Mais l'essentiel, la principale chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas laisser quoi que ce soit au hasard. Il faut réfléchir au placement des éléments, à leur importance relative, à ce qui est dans le cadre et à ce qui n'y est pas, à l'endroit où vous coupez la photo, etc. À l'issue de cette vidéo, je ne veux plus que vous cadriez sans réfléchir comme ça, simplement en arrivant devant une scène, en faisant clic-clac, merci Kodak et au revoir. Il ne faut plus laisser ça au hasard. Alors au début, vous allez vous trouver peut-être un petit peu lent, vous allez vous dire ah, mais je prends longtemps à cadrer, mais c'est un préalable indispensable puisque intégrer une manière harmonieuse de composer vous permettra d'être plus réactif tout en sortant de bons clichés. Donc rassurez-vous, c'est absolument normal si maintenant vous vous sentez paralysé à l'idée de devoir tout gérer en même temps et en plus d'y rajouter la composition. Comme je l'ai dit, il faut appliquer une règle par semaine, on va dire. Cette semaine, concentrez-vous sur une règle, et puis la semaine suivante, une autre règle, etc. De manière à ne pas tout avoir en même temps. Et de toute façon, ça va devenir plus fluide avec le temps, mais tout ça, c'est un préalable indispensable à la réactivité dont je parlerai dans le module 3. Si vous avez du temps en plus, mais que vous ne pouvez pas photographier, je vous conseille d'aller au musée et d'observer l'application de ces règles, qu'elles soient utilisées indépendamment ou cumulées dans la même image. Vous pouvez aussi faire une expo photo ou simplement regarder de bonnes images sur internet et observer comment elles intègrent ou non ces règles. La semaine prochaine, nous parlerons des couleurs, notamment la balance des blancs et la saturation. D'ici là, je vous dis à bientôt et bonne photo!